Je voudrais remercier Larry pour cette opportunité qui m'est donnée de vous faire cette présentation aujourd'hui. J'ai plus l'habitude de communiquer avec des collègues scientifiques et c'est un réel plaisir pour moi d'essayer d'apporter une idée de cette évolution de la connaissance qui a été assez vertigineuse dans les quelques années passées sur le microbiote intestinal. Alors, une déclaration de mes liens d'intérêt parce qu'une partie de la recherche que je fais et également des écrits auxquels je contribue sont financés par l'industrie et je pense que c'est un devoir de reconnaître cette situation aujourd'hui. Je suis également cofondateur et conseiller d'une petite société française qui travaille sur la transplantation de microbiote intestinal et j'en parlerai un peu dans ma présentation. Voilà, et de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de ces 40 000 milliards de bactéries dont chacun de nous est porteur et qui se développent en fait dans les 3 premières années de la vie, notamment en termes de richesse et de diversité. Et ces micro-organismes sont à l'interface entre l'aliment d'un côté et les tissus humains de l'autre, et notamment en contact avec le premier pool de cellules immunitaires, donc les défenses naturelles de l'organisme, et le deuxième pool de cellules nerveuses, le système entérique de l'intestin. Donc le microbiote intestinal, on peut le voir comme un organe qui est aujourd'hui encore assez mal connu finalement, qu'on a délaissé pendant longtemps, alors qu'il joue un rôle majeur dans le maintien de la santé et du bien-être, et c'est ce que je vais essayer de vous apporter comme information à l'instant. Et depuis l'an 2000, je l'évoque en bas ici, la métagénomique est notre technique aujourd'hui de caractérisation du microbiote, a beaucoup apporté finalement dans la construction de la connaissance. Alors, avant la naissance, dans l'utérus, on est dans un environnement qui est virtuellement stérile et on va être, au moment même de la naissance, colonisé par les micro-organismes, notamment ceux de la maman, et on va développer notre microbiote. Je l'évoquais, ça prend à peu près 3 ans pour atteindre un niveau de richesse qui correspond à celui de l'adulte. Et notre microbiote va nous aider, finalement, à utiliser les aliments non digérés. Il va exercer une fonction de barrière qui, finalement, empêche les microbes qu'on ingère au quotidien à partir de l'aliment de prendre de l'ampleur dans nos intestins. Il va stimuler nos défenses naturelles en permanence. Il va contribuer au développement de la paroi intestinale et au-delà à de nombreux signaux qui vont concerner tous les organes, y compris le cerveau. Et puis, il se développe à une période assez critique en termes de maturation des défenses naturelles et ça aboutit à une situation qu'on a envie d'appeler une symbiose, une interaction à bénéfice mutuel, où le microbiote est reconnu par nos défenses naturelles comme n'importe quelle cellule ou n'importe quel tissu de l'organisme, comme faisant partie de notre organisme, faisant partie de ce qu'on appelle le soi en immunité. Et cette reconnaissance est essentielle au maintien de la santé et du bien-être. Alors on n'a pas un microbiote, moi je parle beaucoup du microbiote intestinal qui est mon objet de recherche, mais on a des microbiotes en fait. On est porteur de micro-organismes au niveau de la peau, au niveau de la sphère orale, buccale, nasale, mais également pulmonaire. On est porteur de micro-organismes au niveau de ce qu'on appelle la sphère urogénitale, donc le système urinaire et sexuel, et puis également au niveau de l'intestin et notamment dans les parties lointaines de l'intestin et le côlon particulièrement. Et ce que montre cette illustration à droite, c'est des points qui sont proches en termes de composition. Le microbiote de l'intestin est différent de celui qu'on a dans la bouche, qui est différent lui-même de celui qu'on a dans l'espace urogénital. Et puis celui de la peau et du nez, finalement, sont assez semblables. Donc on est microbien à de nombreux endroits, finalement, on est symbiose et écosystème. Je l'ai évoqué, donc on a chacun 40 000 milliards de bactéries avec lesquelles on interagit en permanence. Incidemment, c'est le même nombre, à peu près, qu'on a de cellules humaines dans le corps humain. Et puis, c'est en termes de richesse et de diversité, à peu près 200 espèces de bactéries en moyenne, mais il y a aussi ce qu'on appelle des archées, des levures, des champignons, des virus, des phages qui sont présents dans ce complexe. Pour les bactéries, on a seulement 20 espèces qui sont partagées entre individus, donc on retrouverait dans les microbiotes de vous tous dans la salle. Et c'est une petite fraction du microbiote complet de chacun. Et donc on a chacun son microbiote de ce point de vue-là. Il est plutôt stable à partir de l'âge de 3 ans et jusqu'au grand âge. On sait qu'il va évoluer chez la personne âgée, très âgée. Il est résilient. Après un traitement antibiotique, par exemple, il se reconstruit et il va retrouver une image qui est à peu près identique à ce qu'il était auparavant.
mais il reste modulable, et notamment modulable par l'alimentation. Donc on est structurellement différents. On a des microbiotes qui sont différents en termes de composition pour les gènes, pour les espèces ou l'écologie de l'intestin, et en même temps on est fonctionnellement proches. Nos microbiotes nous apportent les mêmes grandes fonctions en fait à chacun. Et on a ces outils nouveaux qui permettent de le caractériser, qui permettent notamment de compter les gènes microbiens. Et ce qu'on a pu observer, c'est que pour chaque individu, où le génome humain est fait de 23 000 gènes, très proches finalement entre individus, eh bien le génome des micro-organismes représente en moyenne 600 000 gènes microbiens. Donc notre génome humain, c'est seulement 4% des gènes dont on est porteur. Et cette nouvelle science du microbiote, aujourd'hui, nous change considérablement la vision qu'on peut avoir de cette relation. Alors on sait que le microbiote, dans l'importance de la relation entre le microbiote et l'hôte humain, le microbiote exerce un rôle fondamental à travers des petites molécules. Donc il est producteur de petites molécules que Justin Sonnenberg aux États-Unis a appelé la pharmacopée intérieure. On a cette médecine en permanence qui est produite par nos microbes, qui va interagir avec le corps humain dans son ensemble, à travers des signaux échangés avec le sang au niveau de la paroi intestinale, et puis spécifiquement avec le cerveau, notamment à travers la voie nerveuse, mais pas que, il y a également du signal qui va par le sang jusqu'au cerveau. Ce qu'on a pu observer en termes d'épidémiologie, à travers ici la deuxième moitié du siècle dernier, donc entre 1950 et 2000, c'est que grâce à la médecine, grâce à l'antibiothérapie, grâce à la vaccination, grâce à l'hygiène, on a pu contrôler de mieux en mieux les maladies qui sont ici les maladies infectieuses, celles pour lesquelles on identifie un micro-organisme responsable, une bactérie ou un virus par exemple. Et puis dans le même temps, ce qui a été observé, c'est une augmentation des maladies qu'on appelle ici maladies immunes, comme on connaît bien l'épidémie de diabète et d'obésité au niveau mondial. Ici, les maladies inflammatoires de l'intestin, par exemple, la maladie de Crohn, les maladies allergiques comme l'asthme sont en augmentation depuis à peu près 1960-70. C'est vrai pour des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques ou le diabète de type 1. Et puis c'est vrai aussi pour toutes les maladies métaboliques, diabète, obésité que j'évoquais, certains cancers, et les maladies neurologiques, neurodégénératives ou neuropsychiatriques. Et l'OMS nous dit que d'ici 2025, une personne sur 4 sera concernée par l'une ou l'autre de ces pathologies, ce qui est finalement inquiétant. Et surtout, ces courbes d'augmentation sont aujourd'hui non contrôlées. On sait que l'augmentation est trop rapide pour que ce soit lié seulement à l'évolution des génomes humains. Donc ça nous dit qu'il y a des facteurs environnementaux qui jouent. Et une des courbes pour moi les plus impressionnantes est celle d'augmentation de l'incidence des troubles du spectre de l'autisme, avec des chiffres ici qui sont un petit peu anciens. Aujourd'hui, on est à un stade où une naissance sur 50 aux États-Unis sera concernée par l'autisme, ou est concernée par l'autisme, étant donné ce qu'on a entendu ce matin. Et je crois que les chiffres sont de 1 pour 150 à peu près en France ou en Angleterre, par exemple. Donc on a dû changer des choses qui expliquent en partie ces éléments-là. Notre environnement a changé. Et parmi les choses qu'on a changées, de façon assez drastique, eh bien, il y a le mode ou l'environnement qui entoure la naissance, il y a l'hygiène qui est exacerbée aujourd'hui, la nutrition, mais également les facteurs activité physique et stress dont on a parlé, et puis l'exposition à ce que j'appelle les xénobiotiques, qui sont les composés chimiques de l'environnement, de l'alimentation ou de l'environnement dans lequel on évolue, auquel notre organisme n'était pas nécessairement préparé en termes d'interaction. Et puis tout ça en oubliant qu'on est microbien, qu'on est, comme je l'ai évoqué, à peu près 50% bactérien en fait, en nombre de cellules, qu'on porte un peu plus d'1 kilogramme de biomasse microbienne dans nos intestins, et une biomasse dont 70% des micro-organismes sont inconnus aujourd'hui par la culture au laboratoire. Alors si on retrace un petit peu les évolutions sur certains de ces paramètres, en termes d'alimentation, un des facteurs qui a changé beaucoup, c'est l'apport de fibres de notre alimentation. Il a été pendant plus de 100 000 générations du genre Homo, de plus de 50 grammes par jour. Aujourd'hui, on est autour de 15 grammes de fibres par jour en France. La recommandation du nutritionniste est de 30 grammes ou plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact parce que les fibres sont le premier aliment en termes de source d'énergie
pour les micro-organismes dont on est porteur. Le deuxième étant le mucus qu'on produit nous-mêmes en permanence. Et si on a moins de fibres, on va davantage utiliser le mucus quand on est un microbe. Donc on va un petit peu manger la maison dans laquelle on habite en fait. Voilà, on a changé tout ce qui entoure la naissance. Quelques paramètres en fait qu'on peut citer sont la naissance par césarienne, donc c'est en moyenne 30% en Europe. Dans les pays scandinaves, c'est plutôt entre 10 et 15%, ce qui est probablement la réelle exigence en termes cliniques. Donc on choisit de naître par césarienne ou de faire naître par césarienne un petit peu plus qu'avant. C'est 80% dans certains endroits, c'est 80% dans Rome intramuros par exemple en Italie. Donc il y a des choix qui sont décidés là-bas qui sont un peu étonnants pour moi. Et c'est un facteur qui est potentiellement impactant parce qu'il retarde la colonisation, il interdit d'une certaine façon le transfert qu'on appelle vertical de microbiote de la maman vers l'enfant. Il est associé à un petit risque, cependant un tout petit risque au plan épidémiologique. Et puis on a cette augmentation d'hygiène dans l'environnement néonatal qui a conduit à l'hypothèse hygiéniste qui explique qu'on va moins bien développer notre immunité si on rencontre moins de diversité de micro-organismes dans la période néonatale. Il y a les traitements antibiotiques qui vont avoir un impact sur la mère, sur le nouveau-né ou les deux. Et puis, pendant longtemps, les préparations pour nourrissons ont pu être un peu incriminées. Aujourd'hui, elles ont tellement bien évolué qu'elles ressemblent beaucoup plus au lait maternel. Donc l'impact qu'elles peuvent avoir est nettement moindre. Voilà, mais on peut penser qu'à travers plusieurs générations, on va avoir un impact durable. Et puis l'autre facteur que j'avais envie de citer ce matin, c'est l'exposition environnementale à des composés chimiques inhabituels. Donc on peut penser à l'environnement en termes d'écologie, de pollution finalement. Ce qui a été un petit peu étudié, pas beaucoup, c'est les composants comme des émulsifiants d'origine alimentaire. Donc là, c'est un travail qui a été fait sur animaux de laboratoire. Ils sont exposés à des émulsifiants alimentaires et qui montrent que ça induit un impact sur l'immunité, sur le microbiote intestinal et donc sur la symbiose entre le microbiote et l'animal. Et on a associé à ça une perte de protection contre des risques d'inflammation ou des risques métaboliques. C'est montré par le fait que quand on a des animaux qui sont exposés à des émulsifiants, on a une perméabilité accrue qui est observée ici par l'observation de petites molécules produites par les bactéries en quantité importante dans le sang ou dans le contenu intestinal. Et en fait, si on transfère ce microbiote à des animaux qu'on est capable d'élever sans microbes jusqu'à ce qu'on fasse le transfert, et on se rend compte que ces animaux-là vont avoir une symbiose reconstruite avec un risque accru de développement d'inflammation ou de développement de prise de poids, d'obésité accrue. Et donc on transfère un risque en transférant le microbiote qui a été simplement modulé par ici un émulsifiant alimentaire. C'est vrai pour les médicaments également. Et on a pendant longtemps parlé de dysbiose en pensant qu'on avait affaire à une altération du microbiote intestinal et exclusivement du microbiote intestinal sous l'effet de médicaments, sous l'effet de choix de mode de vie, de choix alimentaires ou de pratiques d'hygiène particuliers. On sait que c'est associé malgré tout à des désordres métaboliques ou à des manifestations inflammatoires, notamment au niveau intestinal ou au niveau articulaire. Et ce qu'on peut illustrer finalement, quand on parle de dysbiose au niveau purement microbien, c'est qu'on a en temps normal une homéostasie intestinale avec une grande richesse de micro-organismes qui est représentée ici par la diversité des couleurs et des formes. Et puis finalement, dans la dysbiose, on va avoir à la fois une perte de richesse, une perte de bactéries normalement dominantes dans l'intestin, qu'on peut appeler des symbiontes ici, qui peuvent être bénéfiques, et c'est documenté pour certains d'entre eux. Et puis, on a également une prolifération de micro-organismes, représentés en rouge ici par exemple, qui peuvent être ce qu'on appelle des pathobiontes, donc qui vont exercer des effets néfastes. Alors, on a essayé de caractériser la dysbiose dans un grand nombre de pathologies et dans un grand nombre de contextes de maladies. Donc, ça joue sur le système nerveux central et par exemple dans les troubles du spectre de l'autisme, pardon pour l'erreur du coup, dans la dépression sévère, dans la sclérose en plaques, pour la sphère gastro-intestinale dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, dans l'intestin irritable, ou alors la stéatose et la cirrhose dans les maladies du foie, dans les maladies métaboliques comme l'obésité, le diabète de type 2 ou le syndrome métabolique, et puis dans des maladies purement immunitaires comme l'allergie ou des maladies auto-immunes.
on a effectivement pu documenter, grâce à nos outils, une altération du microbiote intestinal. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. On est une globalité, en fait, comme on l'a évoqué déjà ce matin, et de façon à peu près systématique, dans ces contextes-là, on observe une perméabilité intestinale accrue, voire une hyperperméabilité, un état inflammatoire et un stress oxydant. Et c'est des contextes où on n'a souvent pas de possibilité de prévention et pas de solution thérapeutique curative. Donc on a envie de mieux comprendre comment ces éléments peuvent interagir. Et au stade actuel, on se dit que cette observation-là, elle n'a aucun lien de causalité finalement. Elle nous dit simplement que tout ne va pas très bien, que les choses sont déréglées. Donc la façon qu'on a approché, mais seulement approché la causalité, est par le transfert de microbiote. Et donc on peut faire deux choses. On peut transférer le microbiote d'un humain malade vers des animaux sans germes. On reconstruit une symbiose et dans certains cas, cette reconstruction va mimer la maladie. Et puis ce qu'on peut faire également, et ça se développe de plus en plus aujourd'hui, c'est transférer le microbiote d'un individu humain en bonne santé vers un malade avec une visée thérapeutique. Et dans ces contextes de pathologie, on a effectivement des premiers éléments d'observation. Certaines publications sont très récentes, comme vous voyez ici. Donc on a été capable de transférer, par exemple, un phénotype de maladie de Crohn par transfert de microbiote à des souris sans germes, ou on a été capable d'améliorer le contexte d'une maladie qu'on appelle la rectocolite hémorragique par transfert de microbiote d'individus en bonne santé vers des patients. Et dans les cas qui nous intéressent un peu plus, dans l'autisme, eh bien, le transfert de microbiote, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, a été observé comme un moyen de restaurer la symbiose entre l'individu et son microbiote et même d'agir sur les symptômes de l'autisme. Dans le cas de la dépression, ce qui a été montré, c'est que le transfert du microbiote de l'homme vers des rats qui sont traités aux antibiotiques pour permettre l'implantation du microbiote des patients est associé avec des troubles de comportement de l'animal, alors qu'on n'a pas ces troubles de comportement quand on transfère le microbiote d'individus contrôle en bonne santé. Et puis, dans la maladie d'Alzheimer, les prémices finalement de cette causalité ont été observées en montrant qu'un modèle animal génétique de développement de la maladie ne développe plus la maladie quand on a affaire à des animaux qui sont dérivés en conditions sans germes. Donc la présence du microbiote est essentielle à la formation de ce qui s'appelle les plaques amyloïdes dans la maladie d'Alzheimer. Voilà. Alors j'ai une proposition sur laquelle on travaille aujourd'hui beaucoup dans mon laboratoire qui donne une vision assez simple de ce qui pourrait se passer quand on passe de la symbiose à un état d'altération. Dans la symbiose, on a une grande richesse du microbiote intestinal, on a une barrière intestinale qui est intacte et robuste, on a une tolérance immunitaire et un équilibre au niveau oxydant, finalement, redox. Et puis, sous l'effet de différents facteurs de stress environnementaux, on va avoir comme observation une perte de richesse, une perte de micro-organismes normalement dominants, une prolifération de bactéries qui sont plutôt agressives. Et puis associé à ça, on a une perméabilité intestinale qui va s'installer, une inflammation qui va s'installer également et qui va conduire à un stress oxydant qui va aggraver l'altération du microbiote intestinal. Finalement, ça aboutit à un cercle vicieux qui est typique de la symbiose durablement altérée et on voit que quel que soit le point de départ finalement, ça peut être la perméabilité intestinale en premier sous l'effet de composés chimiques alimentaires par exemple, ou ça peut être l'altération du microbiote. Finalement, si on aboutit à un cercle vicieux, on va sortir d'une situation qu'on aimerait bien finalement, qui est une situation de continuum entre un état de santé et un état de maladie. Parce que si on a un continuum, on peut facilement trouver la solution pour revenir vers la santé quand on avance un petit peu trop vers la maladie. Mais en fait, quand on installe un cercle vicieux, on va basculer dans un état d'équilibre alternatif. Et dans ce contexte-là, qui peut-être explique une partie des situations pathologiques dont on vient de parler, on a beaucoup de difficultés potentiellement à revenir à l'état d'équilibre initial. On voit cependant que ça peut être pris en compte dans le diagnostic finalement, où on a plusieurs observations à faire plutôt qu'une seule, et puis ça peut être pris en compte dans la démarche de prévention ou de thérapie, puisqu'on a plusieurs leviers qu'on peut essayer d'actionner. Donc la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment le microbiote impacte le cerveau et le comportement, ce qui ouvrirait de nouvelles approches préventives ou thérapeutiques et en tout cas un accompagnement spécifique de la thérapie actuelle.
Alors c'est un petit peu compliqué comme schéma, mais ça fait écho à ce qui a été évoqué ce matin. En fait, on connaît bien ce qui se passe en termes de axe intestin-cerveau, du cerveau vers l'intestin. On sait qu'il y a de la signalisation qui va jouer notamment sur la motricité intestinale. Et bien, ce que l'on documente aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une signalisation qui part de l'intestin, et notamment de petites molécules produites par le microbiote, et qui remontent par la voie nerveuse ou par la voie sanguine jusqu'au cerveau, et qui va pouvoir apporter, par exemple, des précurseurs de composés intéressants comme la sérotonine, ou directement des molécules produites par les cellules de l'immunité qui sont des signaux d'inflammation, en fait. Et donc, quand tout va bien, on a ce qu'on appelle la symbiose et on a un équilibre entre les bactéries bénéfiques et qui contrôlent finalement les bactéries potentiellement agressives. Et tout ça induit une homéostasie au niveau de l'immunité notamment. Et puis quand ça se dérègle, on a de l'inflammation, on a de la perméabilité intestinale qui va laisser passer du signal un petit peu plus dans la voie sanguine et on va avoir donc un dérèglement et notamment un tonus inflammatoire qui s'installe au niveau local dans l'intestin mais qui peut diffuser du signal dans tout l'organisme. Et un point important qui a été finalement observé, documenté assez récemment, veut que quand on a finalement cette perméabilité intestinale augmentée, cette installation d'inflammation, à travers les petites molécules qui circulent dans tout l'organisme, au niveau du cerveau, on va avoir également une perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Donc on a un petit peu plus de passage du sang vers le cerveau, vers les neurones finalement au niveau du cerveau qui va s'opérer. Et ça peut conduire à finalement une altération, à des troubles psychiques. Alors, un des exemples qu'on a donné de l'importance du microbiote sur la barrière hémato-encéphalique est illustré par cette figure du journal scientifique Science Translational Medicine qui montre, sur la base d'un traceur radioactif qui est en jaune ici sur des animaux, que quand on n'a pas de micro-organismes, on n'a pas une bonne barrière. Donc on va avoir une coloration jaune du cerveau qui signale le fait qu'il y a beaucoup de passages de molécules vers le cerveau. Et puis sur un animal conventionnel, avec son microbiote normal au niveau intestinal, finalement ce mécanisme est contrôlé, la barrière hémato-encéphalique est vraiment très efficace. Et si l'animal sans germe est colonisé secondairement par des micro-organismes, eh bien finalement on va réinstaller une barrière hémato-encéphalique intacte, donc on va protéger finalement le cerveau contre le passage de petites molécules. Il y a quelques études qui ont été faites pour essayer de voir comment, chez l'humain, on pourrait essayer d'agir finalement. Donc j'en ai quelques exemples à vous donner ici. Le premier exemple que je donne n'est pas dans le contexte de la pathologie, mais dans le contexte de l'individu en bonne santé et est basé sur de l'imagerie cérébrale suite à l'observation d'images qui représentent des portraits humains. Donc, comme vous avez pu en voir dans les présentations précédentes, ce que nous dit ce travail qui est apporté sur une série d'individus qui reçoivent un produit laitier fermenté pendant 28 jours, c'est qu'à l'issue de cet apport-là, on a effectivement une modulation de la signalisation intracérébrale. Donc on a des zones du cerveau qui s'activent, qu'on met en évidence par l'imagerie, et qui sont différentes et qui indiquent donc cette modulation quand on a effectivement une administration orale de 2 à 3 produits laitiers fermentés par jour pendant 28 jours. Donc ça montre le fait qu'effectivement, on va pouvoir moduler l'activité cérébrale à travers un composé de l'alimentation. On peut aller un petit peu plus loin, de façon assez drastique, j'ai envie de dire. On peut essayer de remplacer complètement le microbiote intestinal d'un malade, et ça s'appelle transfert de microbiote intestinal. Et il y a une indication clinique dans laquelle aujourd'hui c'est reconnu par les agences réglementaires, l'Agence du médicament en France, qui est une infection récidivante à Clostridium difficile. On a cette infection qui s'installe dans l'intestin, on essaye de l'éliminer par un antibiotique, ça ne marche pas et ça va être chronique et pour tout le reste de la vie du patient jusque-là. Et on savait que l'antibiotique de dernier recours était capable d'éradiquer, d'enlever le pathogène sur à peu près 30% des individus. Ce qui a été montré dans un essai clinique sur presque une centaine d'individus, c'est qu'on peut aller jusqu'à 80% ou plus de guérison par le transfert de microbiote intestinal. L'essai clinique a même été interrompu à mi-parcours parce que quand on a une telle amélioration avec un traitement nouveau, on est éthiquement obligé de passer tous les patients dans le traitement nouveau.
qui a ici donc plus de 80% de guérison. Si ça ne marche pas du premier coup, on peut, avec un deuxième ou un troisième essai, aller à plus de 90% de guérison, ce qui est assez rare dans la médecine aujourd'hui en fait. Et donc ça a été pratiqué dans l'autisme. Il y a eu, à ma connaissance, une seule équipe aux États-Unis qui a testé la possibilité de traiter 18 enfants autistes souffrant de symptômes intestinaux. Cet élément-là est important. L'objectif qu'on pouvait légitimement se donner dans ce contexte particulier, c'était d'améliorer la symptomatologie intestinale. C'est un transit intestinal aberrant ou des douleurs abdominales en fait. Et donc on sait que c'est fréquent dans l'autisme et on sait que c'est également même corrélé à la sévérité dans l'autisme. Donc ici on avait un pré-traitement de 15 jours avec l'antibiotique vancomycine, puis une préparation colique qui est simplement une vidange de contenus intestinaux pour favoriser l'implantation du microbiote intestinal nouveau qui vient d'un donneur non autiste. On avait une forte dose initiale et puis des doses quotidiennes durant 2 mois, ce qui est vraiment compliqué à imaginer aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on n'a pas encore les petites capsules qui nous permettraient de faire ça, mais c'est en train d'apparaître. Et on avait un suivi de 4 mois du microbiote, des symptômes intestinaux et des symptômes autistiques. Donc on a ici le GSRS qui est un score de symptomatologie intestinale. Donc on a une amélioration des symptômes à travers toute la durée, notamment la durée où on a le traitement jusqu'à 8 semaines, mais aussi on maintient l'efficacité d'amélioration des symptômes ensuite. Et de la même façon, le score PGI-3, que personnellement je ne connais pas très bien, parce que je ne suis pas clinicien, s'améliore à travers toute la durée et on a également une durabilité après le traitement. Et en fait, les collègues américains viennent de publier un suivi à 2 ans qui montre qu'on a effectivement les bénéfices qui sont durables jusqu'à 2 ans au moins. Voilà. Et puis enfin, j'avais envie de vous parler de cette étude qui a été réalisée en Amérique également. Étude contrôlée, randomisée, ça veut dire qu'on a un positionnement au hasard des individus, des patients ici, sur soit un traitement nutritionnel, approche nutritionnelle globale, soit contrôle, sans traitement, et en simple aveugle, puisque les analyses étaient faites par des personnes qui ne savaient pas quels avaient été les traitements des patients. Ça incluait 67 patients autistes avec une gamme d'âge assez large, entre 3 et 58 ans, et 50 contrôles, en partie appariés pour l'âge et le sexe. Les traitements étaient séquentiels. Donc on commençait par une supplémentation minérale et vitaminique, puis ensuite à 30 jours des acides gras essentiels, puis à 60 jours des bains de sel d'Epsom, puis à 90 jours de la carnitine, puis à 180 jours des enzymes digestives en complément, et enfin à 210 jours un régime sans gluten, caséine et soja. L'évaluation finale était basée sur les symptômes autistiques, sur l'âge développemental, sur la capacité intellectuelle non verbale, sur des paramètres de biologie, minérale et vitaminique. Et puis on avait d'une certaine façon une science citoyenne également, dans la mesure où la perception des parents a été prise en compte dans l'analyse et dans la publication. Ce que ça a montré, c'est que pour tous les paramètres, on a des améliorations qui sont supérieures dans le cas de l'approche nutritionnelle globale par rapport au sujet contrôle. Et l'impact du point de vue des parents, qui eux ont eu la possibilité de suivre l'évolution pendant toute la durée des traitements, était plus marqué pour les supplémentations minérales et vitaminiques et en acides gras, et pour le régime sans gluten, caséine et soja, donc encore une fois d'après les paramètres enregistrés par les parents eux-mêmes. Voilà, et puis je voulais simplement vous faire cette petite image avant de terminer. On a actuellement une étude en cours avec l'hôpital Henri Mondor à Créteil qui porte sur l'inclusion de 150 sujets autistes Asperger et 50 sujets contrôle. Et notre objectif est sur une base de la stratification des patients en fonction de leurs symptômes gastro-intestinaux, donc sans symptômes avec une symptomatologie légère ou une symptomatologie sévère, essayer de voir si le microbiote intestinal est en regard de ces symptômes altéré et est-ce qu'il est sévèrement altéré, est-ce qu'on peut mettre en évidence des signes du microbiote qui sont typiques de l'altération en fonction des symptômes. L'objectif étant d'aller vers ce que nos collègues américains ont commencé à faire, c'est-à-dire d'essayer de proposer des solutions pour corriger la symptomatologie gastro-intestinale. Vous voyez qu'on est modeste, on n'est pas dans la proposition à travers le microbiote aujourd'hui de corriger instantanément les symptômes de l'autisme, mais potentiellement d'aider en tout cas la prise en charge clinique.
Voilà, donc ce que j'aimerais finalement vous avoir apporté comme message, c'est qu'on est microbiens, on est tous microbiens, on est des symbioses ou des écosystèmes, et on partage un petit nombre d'espèces microbiennes entre nous, notamment des bactéries, mais on est également très différents au niveau des gènes, des espèces et de l'écologie intestinale. Et la dysbiose est en fait une altération de la symbiose, de la relation qui existe entre notre partie humaine et notre partie microbienne. Et les observations, peut-être encore préliminaires aujourd'hui, dans les maladies neuropsychiatriques, nous montrent qu'on a une altération de la symbiose hôte-microbe. Dans les troubles neuropsychiatriques, alors c'est vrai pour l'autisme, je l'ai illustré un petit peu, c'est vrai aussi dans la schizophrénie, c'est vrai dans les troubles bipolaires, c'est vrai dans la dépression, notamment la dépression résistante. Et la nutrition, ce régime sans gluten, caséine, soja, ou des compléments, ou des micro-organismes vivants, des probiotiques, pourraient aider à améliorer les symptômes intestinaux et peut-être secondairement des symptômes autistiques dans en tout cas une partie de la population des patients. Le rôle du microbiote, donc, il doit être aujourd'hui encore mieux documenté pour permettre de valider ces effets-là et peut-être d'accompagner les traitements tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention et je voudrais répondre aux questions qui peuvent se poser.